Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie, saison 2, réalisé à partir d'une session de sensibilisation proposée aux adhérents du mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr, rubrique Contact. Bon podcast à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire organisé par l'Académie. L'Académie est un organisme de formation intégré au MEDEF qui vise à accompagner les collaborateurs du MEDEF dans la transmission des informations et des actualités qui sont utiles aux entreprises. On commence cette deuxième saison avec un sujet particulièrement important et d'actualité, l'efficacité énergétique, quels enjeux pour le tertiaire, un sujet qui est porté par Madeleine Lafont au sein du MEDEF, à qui je donne tout de suite la parole. Je vous précise qu'il est important de vérifier que vos micros sont bien coupés pour éviter que cela perturbe le déroulement de ce webinaire qui durera 1 heure avec une session de questions-réponses prévue à la fin. Madeleine, c'est à toi. Bonjour, merci Gauthier. Bonjour à tous. Effectivement, je me présente, Madeleine Lafont. Je suis en charge des questions énergétiques au MEDEF au sein du pôle transition écologique. Et il nous a paru important effectivement de consacrer un webinaire au décret tertiaire et à ses enjeux parce que nous approchons de certaines échéances qui vous questionnent tous. Nous l'avons intitulé Efficacité énergétique, quels enjeux pour le tertiaire pour bien comprendre dans quelle mesure les contraintes ce texte n'est pas seulement des contraintes, une contrainte réglementaire supplémentaire, mais aussi il peut déboucher sur des opportunités et notamment en matière d'efficacité énergétique. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. On va vite rentrer dans le vif du sujet et je vais vite laisser la main à nos intervenants. Je les remercie d'ailleurs beaucoup au nom du MEDEF. Je vais juste préciser un petit point de logistique. Effectivement, nous avons une session à la fin. On prévoit du temps pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. Et nous les collecterons et les poserons à la fin. Enfin, je m'en chargerai. Et puis, deuxième chose importante, c'est que ce webinaire fera l'objet est enregistré et fera l'objet d'un podcast. Voilà, ce sera un produit fini à la fin que vous pourrez tous utiliser également plus tard, vous pourrez repartir avec et il sera plus utile pour l'ensemble du réseau par la suite. Voilà, donc je remercie vivement les intervenants, à savoir Monsieur Marc Leroux, qui est en charge de ce dossier à la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature au sein du ministère de la Transition écologique. Voilà, et puis ensuite je remercie également Monsieur Thomas Lagier, qui est directeur général de la société Lowit et qui est un bureau d'études spécialisé dans l'efficacité énergétique. Donc je vais tout de suite laisser la main à Monsieur Leroux qui va nous rappeler l'esprit du texte, ses contours et puis l'objectif recherché. Monsieur Leroux, je vous passe la main. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous rappeler les principes du dispositif, pourquoi cette réglementation, si on veut bien avancer les diapos. Merci. Et puis après vous expliquer en fait sur quelle base, en fait pourquoi, voilà, quels sont les objectifs et comment ça se déroule exactement. Donc tout d'abord, pourquoi une obligation? Eh bien, on peut passer à la diapo suivante. Merci. Ça relève effectivement du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui avait été lancé en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires, qui avait, qui regroupait pas simplement le tertiaire, mais aussi le logement, et qui avait pour but de lutter contre, notamment, et c'est le principal enjeu, lutter contre le changement climatique. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, alors un petit rappel, mais de quelques chiffres qui vous seront transmis avec le diaporama, c'est la part du bâtiment justement dans l'empreinte écologique de nos activités et celle du tertiaire au niveau du secteur bâtiment. Donc, je vais pas m'appesantir sur cette diapo, il y a des choses plus importantes juste après que je vais vous développer. Voilà, donc l'objectif du dispositif
éco-énergie tertiaire, en fait, qui est le vrai nom du dispositif, et on ne doit plus l'appeler décret tertiaire. C'est effectivement, c'est lutter contre le changement climatique, et le principal objectif, c'est de réduire les consommations générales du parc tertiaire de moins 40% à l'horizon 2030, moins 50 en 2040 et moins 60% en 2050 par rapport à une référence de 2010. Et puis donc, le double objectif aussi, c'est d'améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments, tout simplement pour que les bâtiments soient plus respectueux de l'environnement et qu'il y ait aussi une meilleure compréhension des consommations et des actions menées jusqu'à l'échelle d'un parc. Donc c'est ça qui est primordial, c'est que les acteurs du tertiaire commencent à s'intéresser à leur consommation énergétique et comprennent bien quelle est l'incidence de leur volume d'activité sur le sujet, et d'avoir une consommation raisonnable et raisonnée. On peut passer à la diapo suivante. Donc il s'inscrit, alors ce dispositif s'inscrit, voilà, il aurait dû sortir il y a très longtemps, puisque les prémices datent du Grenelle de l'environnement, et il devait y avoir un objectif d'ailleurs en 2020 de rénovation de l'ensemble des bâtiments tertiaires, ce qui n'a pas été le cas. La loi de transition énergétique sur la croissance verte a apporté des compléments en termes d'objectifs de réduction générale, et un décret avait été publié en 2017, mais il a été annulé par le Conseil d'État puisqu'il était très restrictif en termes d'activité tertiaire. C'est pour ça que nous avons revu complètement le dispositif législatif dans le texte de la loi Elan de 2018, qui a été récemment modifié un petit peu par la loi Climat et Résilience. Et puis donc on a décliné après tous les aspects réglementaires par le décret de juillet 2019, puis l'arrêté du 10 avril 2020 qui a été modifié plusieurs fois. Donc c'était un arrêté méthode et complété par des valeurs absolues et des reports des échéances dus aux problématiques Covid. Et puis il y a un dernier arrêté là qui est paru au mois d'avril, et prochainement, je vais vous en parler tout à l'heure dans le calendrier, un prochain arrêté valeur absolue 3. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc quels sont les bâtiments concernés? Donc contrairement effectivement au décret de 2017 qui était restrictif, là on a voulu avoir un assujettissement qui soit très large et qui s'appuie sur les bâtiments existants, pas simplement à la date de publication de la loi Elan, comme c'était prévu initialement, mais à l'ensemble des bâtiments, y compris les neufs qui sont sortis après la loi Elan, et ceux qui viendront, qui vont sortir de terre dans les prochains mois et prochaines années. Donc l'objectif, c'est que l'ensemble de ces bâtiments ait une consommation raisonnable et raisonnée. C'est ça le principal. Donc le seuil d'assujettissement, c'est 1000 m². Il est apprécié de trois façons. Soit c'est un bâtiment totalement tertiaire, donc ça peut être par exemple une préfecture qui est complètement tertiaire, mais ça peut être aussi un bâtiment totalement tertiaire en multi-occupation, tel un centre commercial ou un bâtiment de bureau avec plusieurs sociétés à l'intérieur. La deuxième configuration, c'est des parties de bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires, et on cumule l'ensemble des surfaces tertiaires qui sont accueillies dans ce bâtiment, et dès lors qu'elles dépassent les 1000 m², toutes les activités tertiaires sont assujetties. Et la dernière configuration, c'est celle des unités foncières ou des sites. Donc à l'origine, c'était plutôt site uniquement, mais il n'y a pas de définition juridique de la notion de site. C'est pour ça que le Conseil d'État a souhaité rajouter la notion d'unité foncière, mais globalement, c'est le site qu'il faut entendre. Et donc là, c'est pareil, lorsqu'il y a plusieurs bâtiments sur un site ou sur une même unité foncière, donc des parcelles qui sont jointives et qui appartiennent au même propriétaire, eh bien, on cumule l'ensemble des surfaces tertiaires sur ce site, et dès lors que ça dépasse 1000 m², les bâtiments et parties de bâtiments sont assujettis. Donc un assujettissement large et des exemptions qui sont très rares. Donc elles sont limitées aux constructions provisoires, aux lieux de culte, et puis les activités à usage opérationnel à des fins de défense que permet la directive cadre européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la DPEB, qu'on a étendue à la sécurité civile et à la sûreté intérieure. L'idée, c'est de ne pas brimer, enfin de ne pas contraindre ces activités-là qui sont là pour la protection de la population, et donc on ne leur fixe pas d'objectif en termes de contraintes. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc pour illustrer le fait de l'assujettissement large, vous voyez bien que en fait, on balaye beaucoup d'activités en passant par les bureaux, les commerces, l'enseignement, les établissements de santé, l'hôtellerie, le sport, la culture, la logistique, les gares et aérogares, même les ventes et entretien des véhicules, et aussi les data centers et les serveurs qui sont utilisés par l'ensemble de ces activités tertiaires. Et donc l'obligation porte autant sur les propriétaires que sur les preneurs à bail, c'est-à-dire les exploitants, les preneurs à bail ou occupants
au sens global du terme. Voilà, donc ce sont les deux qui sont assujettis. Les principes du dispositif, quels sont-ils? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que l'objectif général, c'était de réduire de moins 40, moins 50 et moins 60% à l'échelle globale du parc tertiaire. Là, on revient à un niveau infra, c'est-à-dire on est au niveau des entités fonctionnelles assujetties, c'est-à-dire l'établissement qui est assujetti. Eh bien, au niveau de chaque établissement, vous aurez deux objectifs. Vous n'avez pas de choix à faire, c'est l'un ou l'autre qu'il faut atteindre. Mais voilà, le premier, il est dit en valeur relative, donc il s'appuie sur cette diminution de moins 40, moins 50 et moins 60%. Et l'autre s'appelle l'objectif dit en valeur absolue, qui est une consommation d'énergie seuil définie en fonction de la catégorie d'activité du bâtiment. Donc, et c'est la valeur cible commune à toutes les entités fonctionnelles, enfin tous les établissements qui sont dans cette catégorie d'activité. C'est celle-ci qu'il faut aller chercher. La valeur, donc je vais expliquer juste après les orientations qui peuvent être prises. Donc, le principe du dispositif, c'est d'avoir une approche pragmatique et simplifiée qui s'appuie sur la consommation réelle des établissements. Et quand on parle de consommation, c'est l'ensemble des consommations, c'est donc à la fois les consommations réglementaires thermiques du bâtiment, mais aussi celles des process qui sont utilisés dans chaque entité fonctionnelle assujettie. Donc pour illustrer les deux objectifs, on va considérer qu'on a deux établissements qui ont la même configuration, le même bâtiment, enfin c'est la même catégorie de bâtiment, même année de construction, les mêmes configurations, avec le même nombre d'usagers à l'intérieur. L'un s'est pas préoccupé, donc le cas 1 s'est pas préoccupé de ses consommations d'énergie, c'est-à-dire qu'il fait, voilà, il s'en soucie pas trop, on pourrait le qualifier de mauvais élève. Et le second, cas numéro 2, lui est quelqu'un qui est beaucoup plus performant, qui fait attention en termes d'exploitation à ses consommations, et lui effectivement a une consommation qui est beaucoup plus basse. Donc le premier va effectivement plutôt aller chercher la valeur relative, puisque le moins 40% est bien supérieur à la valeur seuil que vous voyez qui est simulée par une droite horizontale en rouge, alors que le second, lui, qui est relativement proche de cette valeur absolue, bah, on va pas lui demander de faire moins 40%, puisqu'il est déjà performant, lui, il va plutôt s'orienter vers la valeur absolue. Voilà. Et donc, alors, la question qui vient de manière récurrente, donc tout de suite j'y réponds, c'est pourquoi il n'y a pas d'objectif en valeur absolue en 2040-2050. C'est tout simplement parce que on se base sur les bâtiments nouveaux de leur catégorie et sur les meilleures techniques disponibles au début de chaque décennie pour les équipements de process. Donc on sait après, donc en fait l'objectif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à horizon 2030, 2032 ou 2035 au plus tard, il faut que l'ensemble des bâtiments tertiaires aient une bonne performance énergétique en termes de qualité du bâtiment, à savoir qu'ils aient un niveau soit BBC Réno, donc un niveau de rénovation thermique des bâtiments, donc basse consommation, ou alors avoir un niveau RT 2012 ou RE 2020 pour être considéré comme performant. Après, les économies pour 2040 et 2050 se feront au travers des renouvellements des équipements et puis de l'utilisation de process très performants et aussi de consommation et de gestion en termes d'exploitation de vos bâtiments qui soient raisonnables et raisonnables. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, et ce dispositif, l'intérêt, c'est contrairement au précédent dispositif qui était prévu, qui s'appuyait uniquement sur la performance énergétique des bâtiments, c'est-à-dire la rénovation des bâtiments, la rénovation énergétique, là, on s'appuie sur l'ensemble des leviers. Donc, notamment, je viens d'en parler, l'installation d'équipements performants, aider des dispositifs de contrôle et de gestion active dont le seuil d'ailleurs va baisser très prochainement, puisque la directive cadre européenne est en cours de révision. Et puis, d'autres leviers que sont le principal, c'est les modalités d'exploitation des équipements, puisque un certain nombre d'acteurs se sont déjà lancés dans cette démarche de réduction de leur consommation d'énergie, et nombre d'entre eux, simplement en ayant un bon pilotage et en ayant des consommations raisonnées, atteignent facilement de 20 à 30% d'économie, quelquefois certains vont jusqu'à moins 60% tout de suite en une année, sans aucun investissement, je le souligne bien, sans aucun investissement, ce qui vous permet déjà, avec les économies faites, de pouvoir réinvestir, notamment sur la performance énergétique des bâtiments ou l'utilisation, le renouvellement des équipements avec des équipements plus performants.
D'autres leviers d'action sont là, l'adaptation des locaux à un usage économe en énergie et bien sûr le comportement des occupants. Je voulais juste faire un petit rappel par rapport à la performance énergétique des bâtiments et pourquoi je, je disais qu'il fallait retenir qu'à l'horizon 2030-2035, il faudrait que tous les bâtiments aient un bon niveau de performance énergétique, c'est que ça permet surtout, une fois que vous avez ce bon niveau de performance énergétique, c'est dans le cadre du renouvellement de vos équipements, par exemple de chauffage ou de refroidissement, etc., eh bien, vous pourrez optimiser, vu que vous aurez un bâtiment performant, vous pourrez optimiser le process de chauffage ou de refroidissement et avoir quelque chose voilà, de calibrer correctement et ne pas être dans le surdimensionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, beaucoup de bureaux d'études, même en neuf, voilà, comment dire, il prévoit des équipements qui peuvent couvrir une charge très importante au-delà des besoins à satisfaire et que donc ce surdimensionnement de ces équipements conduit in fine à des pertes de rendement et donc à des surconsommations pour des besoins équivalents. On peut passer à la diapo suivante. Donc le dispositif, le principe aussi, c'est qu'il doit être souple et puisse être modulé. Donc il est prévu des modulations des objectifs, donc les deux objectifs en valeur relative et en valeur absolue, mais tout se fait à partir de la valeur absolue. Après, c'est des principes de règle de 3. Et donc on permet effectivement de prendre en compte un certain nombre de choses. Donc il y a trois dispositions qui sont prévues en termes de modulation. C'est celle concernant le changement d'activité, l'évolution du volume d'activité qui s'appuie sur le renseignement d'indicateurs d'intensité d'usage sur la plateforme Opéra. Donc, je vais prendre comme exemple celui du bureau, où on va s'appuyer sur la surface utile brute qu'on a par poste de travail, du taux d'occupation et puis des amplitudes horaires. Et donc, on pourra changer ces indicateurs-là pour refléter la réalité de terrain et avoir un objectif qui soit recalé en fonction des nouveaux indicateurs. Donc ça se fait automatiquement sur la plateforme Opéra. Les deux autres, par contre, font l'objet d'un dossier technique. C'est la prise en compte, effectivement, des contraintes techniques architecturales ou patrimoniales que vous pouvez avoir. Et puis le deuxième, c'est la disproportion économique. Donc en s'appuyant aujourd'hui sur les temps de retour brut sur investissement, qui sont différenciés selon qu'il s'agit d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment au niveau de son enveloppe, donc qui est 30 ans, 15 ans pour le renouvellement des équipements bâtimentaires, et puis 6 ans pour tout ce qui est gestion active. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas de niveau de TRI sur les process, puisque les process, autant le ministère est légitime à mettre à prévoir des dispositions sur la performance énergétique des bâtiments et leurs équipements, et leurs équipements énergétiques, autant il ne serait aucunement légitime à donner des temps de retour sur investissement ou des ROI sur des équipements de process. Donc vous êtes les seuls responsables, les exploitants en sont les seuls responsables. Donc on n'a pas été bien sûr sur ce choix-là. Donc ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la déclaration de la disproportion économique doit être faite au plus tard 5 ans après la première échéance de remontée de consommation, ce qui fait que là, pour la première décennie, l'échéance, c'est le 30 septembre 2027. On peut passer à la diapo suivante. Donc pour ce faire, on vous a dépeint donc les objectifs, la démarche générale. Donc effectivement, l'intérêt c'est de suivre, parce que si on fixe des objectifs et qu'on attend une décennie pour voir ce qui se passe, on est quand même des Français, on a tout lieu de penser que rien ne sera fait au bout du compte, sauf effectivement lorsqu'on a des problèmes d'approvisionnement énergétique comme aujourd'hui qui font que on se pose des questions et qu'il faut faire quelque chose. Donc c'est quand même pour ça qu'on a mis une plateforme de suivi de mobilisation. Alors faut pas considérer ça, excusez-moi du terme, comme du flicage, mais tout simplement, c'est simplement du suivi, ce qui permet aussi de vérifier s'il n'y a pas des problématiques sectorielles ou régionales d'ailleurs. Et le principe, c'est de voir un petit peu comment ça avance dans chaque catégorie d'activité. Donc c'est surtout ça l'objet de cette plateforme. Et puis c'est aussi de vous benchmarker, on va le voir tout à l'heure. Donc le principe, c'est de remonter annuellement vos consommations d'énergie sur la plateforme, donc propriétaires et occupants, et cela à des échéances annuelles qui sont fixées le 30 septembre de chaque année qui suit. Donc la première, normalement, échéance aurait dû être le 30 septembre 2021, mais comme on a été impacté par la crise sanitaire Covid, et bien donc ça a été reporté au 30 septembre 2022. Donc on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc la plateforme de suivi a pour objectif aussi de mobiliser la filière, c'est de définir sa situation de référence, d'étudier, de voir un peu les éléments qui permettent de moduler les objectifs, notamment pour les dossiers techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis en termes de retour, c'est avoir une attestation annuelle de vos consommations. Et donc vous déposez vos consommations brutes et la plateforme Opera procède automatiquement sur la base des degrés jours qu'on récupère auprès de Météo France. Donc il y a autant de stations, enfin il y a au moins une station météo par département. Quelquefois, il y en a plusieurs s'il y a des départements avec de la vallée, de l'altitude, enfin, une topographie marquée, ou lorsque vous êtes en littoral. Donc, vous pouvez aller choisir la station météo la plus proche de votre établissement. Et puis, donc, la plateforme procédera à l'ajustement climatique. L'idée, c'est de comparer euh, les consommations à climat constant. Donc c'est pour ça qu'on lisse un petit peu les surconsommations que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en rigueur climatique et les sous-consommations lorsque vous êtes en douceur climatique. On va surtout avoir de la rigueur climatique, mais il peut arriver aussi qu'on ait de la douceur climatique, parfois due au changement climatique. Donc viendront prochainement des API qui permettront en fait d'avoir de l'interopérabilité avec des programmes qui sont proposés par des plateformes comme DeepKey, Energism, Citron et d'autres, qui vous permettront en fait de remonter directement vos consommations sur la plateforme. Donc la plateforme a pour objectif de mobiliser la filière et d'être aussi un outil de benchmark et de comparaison pour l'ensemble de la filière, puisque vous pourrez vous comparer toutes activités confondues ou tel type d'activité sur sur tel périmètre géographique, qu'il soit national, régional ou départemental, et voir un petit peu en dessous aussi à l'échelle de l'intercommunalité. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je voulais juste vous parler de calendrier aujourd'hui, puisque effectivement on approche du 30 septembre 2022, qui est une échéance pour la remontée des consommations d'énergie 2021 et 2020, ainsi que la consommation de référence. Donc il y a un certain nombre de textes qui sont parus. Le dernier datant du 13 avril. Le prochain va être entré en consultation dans le courant du dernier trimestre 2022. Donc courant octobre, on va vous envoyer, avant la consultation publique sur le texte, à chaque catégorie d'activité, des fiches techniques, mais en fait qui sont plutôt des notes puisqu'elles font entre 15 et 20 pages selon les catégories, vous expliquant comment on a défini ces valeurs absolues. On peut passer à la diapo suivante. Donc ce qu'il faut retenir, donc on l'avait déjà dit dans le webinaire du 6 avril dernier, avec l'ADEME, c'est que 2022 constitue une année d'apprentissage du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc c'était profiter de cette année pour engager le dialogue entre propriétaires et occupants pour déterminer la répartition des rôles de chacun, et puis aussi des modalités de déclaration sur Opera, de recenser votre patrimoine, de délimiter votre parc concerné, puisque on pourra le voir tout à l'heure, vous pouvez aussi mutualiser les résultats à l'échelle d'un patrimoine. Et puis donc, c'est de récupérer vos données de consommation sur les bâtiments. Donc 2021 et 2020 à titre d'exercice, donc parce que beaucoup ont été impactés par le Covid et c'est pour ça qu'il n'y a pas de notation sur ces années-là. Mais l'idée, c'est que vous expérimentiez la plateforme Opera avec ces exercices 2021 et 2020 pour qu'en 2023, vous soyez prêts à suivre la démarche. Voilà. Et puis donc, aller rechercher une consommation de référence, qui est en fait une année comprise entre 2010 et aujourd'hui. Donc pour un certain nombre d'entre vous, alors cette année de référence doit être une année pleine d'exploitation. Donc un certain nombre d'entre vous qui vont déclarer sur Opera, comme s'ils ont commencé leur activité récemment en 2020 ou 2021, ils ont été impactés par le Covid, donc ils n'ont pas une année pleine d'exploitation. Et cette consommation de référence ne sera finalement au mieux que l'année 2022, celle que vous allez remonter sur Opera en 2023. Donc pas de panique à ce sujet, on pourra en parler tout à l'heure dans le cadre des questions-réponses. On peut passer à la diapo suivante. Passer à l'action, pourquoi et comment. Alors, vous l'avez bien compris, c'est un enjeu de changement climatique. Mais au-delà de ça, il faut que vous compreniez aussi, vous, entreprise, que c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence.
Donc éco-énergie tertiaire constitue un accélérateur de l'efficacité énergétique. Et puis la crise qu'on vit actuellement énergétique nous y pousse de toute façon. Et on doit aller vers la sobriété énergétique. Donc aujourd'hui, effectivement, j'aimerais qu'on parle de sobriété énergétique par l'évolution des usages, mais vraiment, pour l'objectif principal, c'est le changement climatique, c'est pas le problème d'approvisionnement. Certes, aujourd'hui, c'est ce qui nous préoccupe, mais de manière globale, c'est le changement climatique. Il ne faut pas attendre, voilà, parce qu'on soit vraiment dans une situation très dangereuse pour nous. Voilà, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, c'est un enjeu de compétitivité et d'excellence, à la fois au niveau stratégique, parce que l'idée, c'est d'avoir une prise de conscience collective, effectivement, qu'on est obligé de passer vers la transition écologique pour pas nous heurter, enfin, nous écraser sur ce mur de changement climatique, mais au moins de limiter les dégâts, enfin, c'est ça l'enjeu, et puis d'avoir des usagers qui soient de plus en plus sensibles. L'intérêt, c'est qu'on va toucher également l'enseignement, et voilà, faut que ça percole à la fois dans l'enseignement de nos jeunes qui arriveront après sur le marché du travail, mais aussi sur toutes les personnes qui sont sur le marché du travail et dans les activités tertiaires, et également l'industrie, puisque l'industrie est concernée en partie sur ces activités tertiaires. Et puis d'avoir effectivement une volonté de respectueux de l'environnement. Donc ça a des impacts financiers, effectivement. Économie, vous réduisez vos coûts d'exploitation, vous limitez les pertes de valeur de vos actifs en les rénovant, et puis vous avez a priori donc des capitaux disponibles qui peuvent être mis en place pour réinvestir ailleurs. Voilà. Et puis ça, au niveau opérationnel, c'est un vecteur de réflexion et d'innovation, notamment sur les bâtiments existants et qui vont être profitables aussi aux bâtiments nouveaux dans leur mode de conception. Donc l'idée, donc là on peut passer à la diapo suivante, c'est bien de comprendre qu'il y a un vrai enjeu de compétitivité, notamment au niveau de l'augmentation de votre marge bénéficiaire, à coût constant bien sûr du prix de l'énergie. Et puis derrière, c'est aussi une opportunité pour les industriels français de développement de nouvelles technologies et de prendre de l'avance sur le marché au-delà de nos frontières. Donc il faut que l'ensemble des acteurs, donc à la fois du tertiaire, mais aussi du côté industriel auprès desquels vous allez vous approvisionner en termes de process et puis d'équipement, eh bien, il faut mettre ça à profit vraiment dès maintenant. Donc on passe aux diapos suivantes. Donc passer à l'action, voilà, il y a déjà des choses à faire, c'est identifier le patrimoine, on l'a dit, recueillir les données, identifier le périmètre de mutualisation des résultats. Donc ça, on pourra l'expliquer après un peu plus précisément. Clarifier les obligations entre propriétaires et locataires, ça c'est très important. Hein. Dès qu'il y a une relation propriétaire et preneur à bail, il faut engager le dialogue dès maintenant. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, établir votre diagnostic, donc identifier effectivement s'il y a besoin de mesures, compléter éventuellement par des études énergétiques, enfin ce qu'on appelle des schémas énergétiques, c'est pour savoir d'où vous partez et vers quoi vous allez et ce qu'il est possible de faire. Donc, élaborer vos plans d'action, puis ensuite identifier effectivement les contraintes que vous avez, que je vous ai exposées tout à l'heure, notamment contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Et puis ensuite, eh bien, c'est déployer et suivre votre plan d'action. Diapo suivante. Voilà. Donc la plateforme Opéra, donc, décrire un petit peu plus, s'il vous plaît. Donc les grands principes, c'est de définir la situation de référence et de suivre vos consommations avec une attestation annuelle. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure rapidement. On passe à la diapo suivante. Ce qu'il y a, par contre, il y a l'affichage des résultats annuels qui s'appuie sur une notation éco-énergie tertiaire. Donc elle a été mise en place pourquoi? Pour promouvoir ceux qui étaient rentrés dans l'action et aussi créer de l'émulation pour ceux qui se sentaient moins concernés. Donc ça, c'était à l'époque avant 2020. Maintenant, je pense que tout le monde, avec la crise énergétique, se sent concerné sur ce sujet. Et donc l'objectif, c'est effectivement de mesurer l'avancement dans la démarche des acteurs et de leur attribuer des notes. Donc par rapport à leur consommation de référence et la droite de tendance qui va rejoindre la valeur absolue. Donc si vous êtes au-dessus de la droite, au-dessus de la consommation de référence sans augmentation du volume d'activité, vous avez une feuille grise. Quand vous êtes en dessous, mais que vous êtes entre
cette consommation de référence et la droite de tendance qui rejoint la valeur absolue, vous avez une feuille orange. Quand vous êtes dans une fourchette, en fait, un fuseau plus 10, moins 10% qui est autour de cette droite de tendance, vous avez une feuille verte. Quand vous êtes en dessous de cette courbe, enfin de ce fuseau, vous avez deux feuilles vertes. Et si vous avez atteint l'un des deux objectifs, vous êtes enfin l'objectif en valeur absolue, à ce moment-là, vous avez trois feuilles vertes. Voilà. Et puis derrière, bien sûr, ça c'est le législateur qui l'a voulu. Nous, au départ, au niveau législatif, on n'avait pas prévu de sanctions, et donc ils l'ont demandé dans le cadre d'un amendement à l'Assemblée nationale. Et donc, on a proposé donc le name and shame, et puis quelques amendements administratifs, et puis bien sûr des procédures de contrôle. Donc des outils d'accompagnement, donc ça on peut passer effectivement. Voilà. Donc la démarche, on en a parlé. Donc sur la plateforme Opéra, vous retrouverez en ligne des documents permettant de vous informer, donc des plaquettes là que vous voyez en vert juste en dessous qui ont été élaborées sur la présentation du dispositif, les webinaires qui seront replay, des décryptages avec des fiches par catégorie d'activité, c'est ce dont je vous ai parlé qui vont être consultés, qui vont être mis en consultation bientôt. Une FAQ qui est quand même relativement conséquente, qui est mise à jour régulièrement. Et puis, pour passer à l'action, on a quelques cas pratiques qui ont été faits avec l'IFPEM. Là, donc, vous voyez 3 ateliers, là, justement, assujettissement, entité fonctionnelle, etc. Et puis, prochaine diapo, s'il vous plaît, sera prochainement et encore après. Merci. Donc, il y a encore après. Donc, ça, c'est l'école du tertiaire, mais vous pourrez regarder un peu plus précisément. Et donc, il y aura des modules de vidéos d'information de décryptage qui vont être enregistrés à partir de la fin 2022 pour comprendre la mécanique du dispositif et sa mise en œuvre. Donc, c'est des modules de 20 à 30 minutes qui sont séquencés. Donc, c'est des séquences de 5 à 10 minutes au maximum, ce qui fait que vous pourriez les consulter, par exemple, après avoir déjeuné chaque jour avant de lancer dans votre travail l'après-midi. C'est de prendre connaissance de chacun de ces modules au fur et à mesure qu'ils vont sortir. Et puis, si un jour vous avez oublié un point précis, eh bien, vous pourrez le rechercher dans la thématique qui le traite en allant dans la séquence correspondante. Voilà, donc ça c'est à destination de tout le monde, hein. Aussi bien les assujettis, les asset managers, les energy managers, mais aussi les bureaux d'études et les syndics de copropriété. Voilà, j'arrive au bout de la présentation, il me semble. Après, il y a les Il y a des références réglementaires, voilà, qui seront complétées à terme. On pourra vous remettre à disposition un diaporama complet avec le prochain arrêté. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très complète. On l'a dit, on prendra quelques questions. Il y en a déjà un peu dans le chat. On prendra quelques questions à la fin. Alors, je précise tout de suite qu'on risque peut-être de déborder 10 minutes. Donc, restez avec nous pour les questions au moins jusqu'à 16h40. Pour pas trop tarder, je passe tout de suite la main à Monsieur Thomas Lagier. Monsieur Thomas Lagier, on a eu une présentation assez complète du dispositif. Ce qui serait intéressant, ce que vous allez pouvoir nous décrire, c'est comment on fait de la sobriété. On en parle aujourd'hui beaucoup. Comment on fait de la sobriété en faisant de l'efficacité énergétique et en utilisant cette obligation décrétancière. Merci. Oui, merci. Donc, en effet, aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété énergétique, de gestes, de mieux acheter aussi son énergie avec des groupements d'achat, avec les achats au clic, etc. Donc, c'est vraiment des réponses à très court terme qu'il faut absolument mettre en œuvre. Ces réponses peuvent être nécessaires, sont nécessaires, absolument nécessaires, sont pas toujours suffisantes, en particulier par rapport aux objectifs ambitieux du décret tertiaire et par rapport aux enjeux économiques liés à cette crise énergétique que nous traversons. Donc il y a aussi des trains de mesures à prendre à moyen terme pour moins consommer dans la durée. Et pour moins consommer dans la durée, les étapes, elles ont été décrites par Monsieur Léraud. Hein, c'est en gros connaître pour comprendre et comprendre pour agir. Ensuite planifier, construire un plan pluriannuel d'action et d'investissement, et puis mettre en œuvre ce plan et mesurer les réponses apportées par ce plan d'action. Donc je vais me concentrer vraiment sur ces actions à moyen terme qui conduisent à investir dans votre patrimoine bâti pour moins consommer d'énergie. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'investissement sera nécessaire pour atteindre, encore une fois, les objectifs du décret tertiaire. L'ADEME, dans une étude récente, estime qu'il faut en moyenne, c'est une moyenne, donc voilà, en moyenne 350 € par mètre carré pour atteindre les objectifs 2030 du décret tertiaire. Si on passe à la slide suivante, donc il y a aujourd'hui de nombreuses injonctions à agir.
des injonctions réglementaires, on vient d'en parler largement. Aujourd'hui, des injonctions économiques avec un prix de l'énergie qui flambe complètement. Et Monsieur Leroux en a parlé également sur la qualité de vie au travail, etc. Des injonctions sociétales par rapport au carbone, par rapport à la qualité de vie, etc., etc. Et on y reviendra en fin de présentation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le décret tertiaire n'est plus la seule prérogative, la transition énergétique plutôt n'est plus la seule prérogative d'équipes techniques, que ce soit énergie ou que ce soit bâtiment. Ça devient au niveau des entreprises un véritable sujet stratégique et qu'il faut prendre comme tel. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus et nous dire concrètement comment les entreprises peuvent s'engager dans ces démarches? Oui, alors concrètement, il n'y a rien de très nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que c'est comme un peu partout, on commence par faire un diagnostic, par poser un diagnostic, par comprendre, et dans le monde de l'énergie, ça s'appelle un audit énergétique, ça permet de capturer les déterminants de la consommation d'un bâtiment. Donc, c'est pas simplement en suivant les consommations qu'on va comprendre comment le bâtiment se comporte, c'est quoi ses déterminants, etc. C'est vraiment en comprenant tous les leviers qui contribuent à la consommation énergétique, à l'empreinte énergétique de ce bâtiment et en pouvant agir là-dessus. Si on peut passer à la slide suivante. Donc ces leviers et ces déterminants, ils sont au nombre de 4 familles. On a les équipements. Qu'est-ce qui est dans le bâtiment, comment ça fonctionne, tout ce qui est gestion de l'exploitation, tout ce qui est enveloppe, c'est-à-dire mes isolations, mes parois, mes vitrages, mon toit, etc. Et puis le comportement des occupants et les usages. Et c'est à partir de là qu'on peut identifier qu'est-ce que je peux faire sur ce bâtiment dans ce contexte-là par rapport à cette activité et quelles actions je peux mettre en place. Moi, je reprends les termes de Monsieur Leroux. Pour atteindre les objectifs, vous devez mobiliser tous les leviers d'action possibles. C'est extrêmement important. Il ne faut pas regarder que des actions structurelles sur le bâtiment d'isolation ou pas que des actions CVC, chauffage, ventilation, clim. Il faut absolument tout mobiliser. Le comportemental donne des bons résultats. Le pilotage énergétique donne des bons résultats. Et c'est des bouquets et des faisceaux d'actions qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs ambitieux. Un petit focus sur le tertiaire. Le tertiaire, ce sont de nombreuses branches et de très nombreuses sous-branches. On est à 500 sous-branches aujourd'hui sous Opérate. C'est extrêmement hétérogène comme ça a été rappelé, puisque ça concerne un spectre très large de typologie d'activités de bâtiments. Et on ne peut pas, comme dans le résidentiel, raisonner enveloppe du bâtiment et thermique du bâtiment. Ça serait trop simple. Dans le tertiaire, les activités, c'est-à-dire ce que vous faites dans le bâtiment, les usages de ce bâtiment, jouent un rôle qui peut être primordial. Si vous avez par exemple une blanchisserie ou une boulangerie, vous pouvez atteindre 80% des consommations énergétiques qui sont directement liées à l'usage du bâtiment. C'est pour ça que dans le décret tertiaire, d'ailleurs, on vous demande de distinguer sur la plateforme Opérate les consommations dites use pour l'usage du bâtiment, des consommations dites CVC pour chauffage, ventilation, clim. Alors, une fois qu'on a fait, qu'on a compris le bâtiment, qu'on a compris les déterminants, qu'on a compris les leviers d'action, il s'agit de construire un plan pluriannuel d'action dont la traduction financière s'appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Donc ça consiste à quoi? Ça consiste à ordonnancer, c'est-à-dire mettre dans un ordre, déterminer des actions, choisir les actions les plus opportunes et pouvoir construire ces scénarios et ces plans. Si on peut passer au slide suivant. La première étape de tout ça, c'est bien entendu de prendre en compte vos contraintes, vos enjeux, vos objectifs. Les objectifs, ils peuvent être gaz à effet de serre. Il y a certaines entreprises qui disent, moi, je veux être conforme aux accords de Paris. Donc, il y a un objectif de réduction des gaz à effet de serre autant que de la consommation énergétique. Il y a des entreprises qui nous disent, attention, moi j'ai un labo R&D, on peut pas le délocaliser, on peut pas reloger les gens comme ça. Donc, toutes les actions qui vont conduire à modifier le fonctionnement de mon activité sont à exclure. On peut avoir des contraintes budgétaires ou d'optimisation de l'investissement. Donc, il faut vraiment pouvoir exprimer l'ensemble de ces contraintes
voir ce qu'il est possible de faire sur le bâtiment, c'est ce que dit l'audit. Alors, ce qu'il est possible de faire sur le bâtiment, souvent on pense à des contraintes techniques. Ah ben, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Il y a aussi des contraintes réglementaires. Par exemple, si votre bâtiment est situé en zone ABF, donc architecte et bâtiments de France, vous n'avez pas le droit de faire, ou que très difficilement, de la rénovation par l'extérieur, et les coûts des travaux, par exemple pour des changements d'huisserie, vont être x2 par rapport à une zone non ABF. Donc tout ça, il faut tenir compte du contexte de votre bâtiment et de ce que l'audit aura pu préconiser. Et puis enfin, évidemment, il faut optimiser tout ça sur des critères technico-économiques. La courbe que vous voyez à droite, c'est une courbe qui est très politiquement correcte parce que ça se balade entre 1 euro le kilowattheure évité en coût marginal, hein, comme vous le voyez, jusqu'à 4,5 euros. Nous, aujourd'hui, sur des parcs d'une trentaine de bâtiments, on a plutôt une gamme de coûts marginaux qui se baladent entre 10-20 centimes le kilowattheure évité pour les coûts les plus faibles, jusqu'à 30-40 euros pour les coûts les plus élevés, tout ça pour atteindre les objectifs 2030. Donc, vous avez un facteur 100 finalement entre les différentes actions. Donc, les critères technico-économiques vont vous permettre de prioriser les actions à mettre en œuvre et de construire ces bouquets d'actions qui vont vous permettre de bâtir les scénarios de votre transition énergétique. Si on passe au suivant. Oui, une petite incise de quelques secondes sur des logiques un peu court-termistes qui consisteraient à aller chercher des quick wins, c'est-à-dire des actions pas chères du tout qui permettent d'avoir des temps de retour sur investissement très faibles, mais qui dans un certain cas, comme on le voit sur le marché, conduisent à atteindre des plafonds de verre, c'est-à-dire atteindre un bâtiment qui ne peut plus évoluer sauf à investir énormément, voilà. Donc attention, approche globale, approche en coût global, approche en objectif global et approche moyen long terme à coordonner, sinon on peut arriver sur des impasses énergétiques comme c'est illustré sur ce graphique-là. Alors, une fois qu'on a audité nos bâtiments, qu'on a identifié nos contraintes, nos leviers, nos objectifs, qu'on a pu identifier toutes les actions à mettre en œuvre, ben on peut élaborer des scénarios. Donc des scénarios, c'est quoi? C'est un certain nombre d'actions qui sont mises en musique pour atteindre, avec une temporalité donnée, des objectifs qu'on s'est fixés. Par exemple, premier palier, décret tertiaire. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il faut pouvoir, dans un monde où tout bouge dans tous les sens, le prix d'énergie, le coût des travaux, les aides qui s'éteignent, d'autres qui arrivent, etc., il faut pouvoir absolument faire des what-if scénarios, c'est-à-dire pouvoir explorer les champs des possibles pour pouvoir tout simplement, en tant que chef d'entreprise, arbitrer, décider et se dire qu'on va accélérer ou on va ralentir ou on va plutôt regarder ça ou ça. Donc un what if scénario, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe si je prends un contrat d'électricité décarbonée verte, hop, je regarde immédiatement et je vois que ça va m'améliorer mon bilan gaz à effet de serre de temps. Ou qu'est-ce qui se passe si l'énergie elle fait x2 l'année prochaine, hop, ben je regarde et je vois ce que ça a comme conséquence sur ma consommation des bâtiments et donc je peux prendre des décisions en conséquence. Tout ça pour dire que à partir de là, on peut rationaliser, on peut objectiver les décisions, on peut éclairer les décisions et on peut donc prendre des décisions qui sont des décisions de mise en œuvre de plans d'action pour conduire la transition énergétique. Un point très important, si vous avez la chance d'avoir plusieurs bâtiments, c'est une vraie chance au sens décret tertiaire, puisque les objectifs, comme l'a rappelé Monsieur Léraud, peuvent être mutualisés à l'échelle d'un parc. Et ça, c'est la garantie qu'on va faire des choses à coût efficace, c'est-à-dire qu'on va d'abord aller chercher des actions où l'euro investi dans l'action va abattre un maximum de kilowattheures. Si on passe à la suivante, oui, un petit point sur les indicateurs économiques. Dans le monde de l'entreprise, on utilise souvent des indicateurs de type TRI ou ROI qui sont extrêmement pertinents, bien entendu. Dans le monde de la transition énergétique, ces indicateurs sont à prendre avec des pincettes et beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce que vous avez des actions dont la durée de vie peut être différente. Par exemple, l'isolation, c'est une durée de vie de 30 ans, le changement de chaudière, c'est 10 ans. Vous avez également des actions qui vont nécessiter de la maintenance, comme un entretien de chaudière, alors que l'isolation n'en nécessite pas. Donc il faut bien raisonner en coûts globaux et il faut bien raisonner sur une période donnée, combien de fois l'équipement va-t-il être renouvelé, donc provisionner les renouvellements. Et si vous pensez que cette approche est la bonne, bah, l'indicateur qui correspond vraiment à ça et qui traduit vraiment ça,
c'est la VAN, la valeur actualisée nette, qui permet de comparer des choses comparables. Autre point, toujours raisonner en net à financer, c'est-à-dire en investissement net, c'est-à-dire après la déduction des aides, des subventions, des C2E. Il y a de très nombreux moyens de vous faire financer par la BPI, par l'ADEME, à travers des C2E, vos actions de transition énergétique. Et bien sûr, ça rentre dans les critères de décision de ce que vous allez mettre en œuvre sur votre patrimoine. Alors, un exemple très très simple, basé sur un retour d'expérience sur une entreprise qui a 24 sites ou bâtiments assujettis en région PACA. L'idée, c'est à partir d'une vingtaine de scénarios, on a conclu par exemple que les scénarios qui concentraient sur 5 bâtiments sur les 24, toute la rénovation énergétique était beaucoup plus onéreux, hein, on arrivait à quasiment 18 millions d'euros. Donc beaucoup plus onéreux que des scénarios où on fait de la rénovation globale sur certains bâtiments, mais on va faire un peu de relamping et quelques actions secondaires sur l'ensemble du parc, ce qui permet d'arriver dans ce cas-là à un budget de 11,24 millions d'euros pour atteindre le décret tertiaire. Les aides là-dessus sont de près d'1 million d'euros. Il y a bien évidemment des investissements déjà provisionnés dans la maintenance du bâtiment. Alors, des investissements qu'il faut écarter, comme la maintenance les ascenseurs, la maintenance des ascenseurs, etc. Quoique les ascenseurs, s'ils sont moins énergivores, on peut les compter, mais et des investissements comme du renouvellement de façade ou du changement de chaudière qu'il ne faut pas double compter hein, et qui font donc défalquer du budget d'investissement 2022-2030. Ensuite, vous avez les coûts évités, ce sont les énergies. Donc là, c'est les coûts évités sur les prix 2020 des énergies. Hein. Et donc, ça vous donne un net à financer, c'est-à-dire l'enveloppe supplémentaire qu'il va falloir mobiliser au sein de l'entreprise pour atteindre les objectifs du décret tertiaire avec un scénario optimisé. Et là, quand on parle de what if scénario, ça devient intéressant de pouvoir regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe si je fais x2 en prix de l'énergie, ou plus 20% par an, ou etc., etc. Ça permet vraiment d'éclairer le champ des possibles et de voir, en termes de vanne ou de TRI, ce que ça va donner. Voilà pour ce point-là. Et puis je terminerai sur cette planche-là, sur tout ce qui est injonction sociétale, hein, pour développer un peu ce point-là. La transition énergétique génère des externalités positives, c'est-à-dire des conséquences positives sur un certain nombre de points qu'il me paraît important de rementionner. Hein, ça a été dit en partie par Monsieur Léraud, mais je reviens un peu dessus. Une meilleure valorisation du bien. Alors ça, c'était assez peu documenté il y a encore quelques années. Là, ça devient il y a beaucoup de travaux là-dessus et ça devient extrêmement documenté. Aujourd'hui, pour vendre un bien dans le tertiaire, par exemple, on demande quasi systématiquement dans les due deals une évaluation des montants pour atteindre le décret. Ça fait partie vraiment de la négociation dans les transactions. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez une quasi-proportionnalité entre la réduction des kilowattheures et des gaz à effet de serre. Amélioration du confort des occupants. Si dans une période où il est particulièrement difficile de recruter des talents, s'ils ont un peu moins chaud l'été et un peu moins froid l'hiver, c'est pas plus mal. Créer des emplois directs. Voilà, on a un certain nombre d'entreprises qui cherchent à mesurer l'impact sur leur territoire et qui sont sensibles à ça. Sachez que le ministère de la Transition écologique et l'ADEME ont sorti une étude qui indique que pour 90 000 euros de travaux, vous créez un emploi temps plein, un ETP. Donc voilà, ça permet de mesurer les impacts locaux de votre activité. Synergie travaux esthétiques de bâtiments, souvent on fait pas des travaux que pour la dimension énergétique, hein, donc il peut y avoir une dimension architecturale et esthétique associée à ça. Influence positive sur la qualité de vie. Alors, vous avez pensé directement qualité de vie des salariés au sein des locaux, donc qualité de vie intérieure, qualité de l'air intérieur, etc. Moi, je pense pas qu'à ça en disant ça. Je pense simplement, quand on consomme de l'énergie, on produit des NOx, des SOx, des PM10, donc des polluants atmosphériques. Et rien que pour la France annuellement, c'est 40 000 morts par an liés à la pollution,